Hey, comment ça va? Coucou, comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Ça va? Hé, comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Comment ça va à la selle? À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « Comment ça va ?» vient donc en réalité de « Comment ça va ?» à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête « Comment vont nos toilettes ?» C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, à attraper le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast En selle, un véritable voyage au cœur des toilettes. La vallée du Nil qui est inondée chaque année et où se déposent les alluvions venant du bassin Amont, qui est un espèce de don du ciel. On voit bien que cette richesse de l'Occident à cette époque-là vient d'un système agricole très performant. En selle, épisode 2, les légumineuses. Cette première saison va vous déstabiliser un peu. Nous allons souvent passer d'un sujet à un autre, et au premier abord, cela va vous paraître peut-être un petit peu décousu, et c'est normal. Dans l'histoire des sociétés modernes, le sujet des toilettes est intimement lié à celui de l'alimentation. Dans le premier épisode, nous avons vu l'apparition des villes, et avec elles, celle des déchets urbains. Dans l'histoire mondiale, très peu de villes de grande taille ont existé, ou si elles ont existé, c'est parce qu'elles exploitaient d'autres territoires qui lui permettaient de subsister. La majorité des régions du monde étaient alors rurales. Les habitats étaient éparses et les surfaces accordées à la production des denrées alimentaires étaient importantes. Mais alors, comment se fait-il qu'au cours du Moyen-Âge, l'ensemble des villes se sont agrandies partout en Europe? Il s'agit effectivement d'un mouvement global à cette période de l'histoire. Pour les sociétés européennes, il apparaît alors envisageable qu'une partie plus importante de la population se regroupe dans des centres urbains plus denses. Pour comprendre ça, nous avons besoin de faire un saut dans le passé, de partir des débuts de l'agriculture et d'analyser étape par étape les différentes manières de produire des aliments. Dans ce deuxième épisode, nous allons mettre de côté les toilettes et les fausses aisances du XVIIIe siècle. Nous allons étudier l'évolution des modes de fertilisation au cours du temps. Ici, notre narrateur s'appelle Gilles Billen. Il est biogéochimiste au CNRS au sein de l'université de Jussieu à Paris. Il étudie le transfert des nutriments au sein de l'environnement, tels que l'azote, le phosphore et bien d'autres. C'est le profil parfait pour nous parler de fertilisation. Lors de notre voyage, nous avons à plusieurs reprises tâché de le rencontrer. Malheureusement, celui-ci nous a répondu lorsque nous avions déjà quitté la capitale. Les joies de l'itinérance. Et oui, en voyage, les itinéraires sont souvent changeants. Pour caler nos interviews, nous tâchions de contacter chaque professionnel 1 à 2 semaines avant notre arrivée sur le lieu. Mais pour certains, leur emploi du temps était déjà booké sur plusieurs mois et c'était alors raté. C'est le cas de Gilles Billen. Je ne vous cache pas ma petite frustration sur le moment. Au plus profond de moi, j'avais le pressentiment que ce monsieur avait des tas de choses à nous raconter. Après nos 5 mois de voyage, je n'ai donc pas pu m'empêcher de le recontacter et d'aller m'incruster dans son bureau. Mes micros en main, je franchis donc le portail de la faculté de Jussieu à Paris et monte les 4 étages de la tour dans laquelle se situe son équipe de recherche. Les chaleurs que nous vivons en ce mois de septembre sont impressionnantes. Chaque record de température me rappelle que le réchauffement climatique est bel et bien réel. Nous n'avions pas d'autre choix que d'ouvrir la fenêtre pour laisser passer un peu d'air. L'interview commence, bercée en fond par les bruits réguliers des transports en commun parisiens. Fertilisation, oui, c'est le mot-clé si on veut comprendre l'agriculture. Gilles Billen, biologiste et chimiste.
On peut carrément classer les systèmes agricoles historiques en fonction du mode de fertilisation. C'est la manière la plus éclairante finalement de voir les choses. La première façon, c'est la culture sur abatis brûlis-forestiers. Ça consiste en quoi? Ça consiste à se dire, la forêt, je vous disais qu'elle a pu accumuler de l'azote dans son sol et dans sa biomasse. Eh bien, on va couper la forêt, on va couper les grandes branches, on va brûler tout ça. Et sur cet hectare juste défriché, on plante des graines de choses plus intéressantes à manger que des arbres. On plante des tubercules, des céréales, voilà. Et la fertilisation est donc assurée par ce stock qui est présent, qui a été accumulé par la forêt avant qu'on ne la défriche. Et c'est une très bonne façon de faire de l'agriculture, à condition que, après une ou deux récoltes de ce type, quand on a épuisé effectivement les nutriments hérités de la forêt, on laisse la forêt refaire son travail pendant 10, 20, 30 ans. Et c'est donc cette longue jachère forestière qui suit 2-3 récoltes permet de reconstituer un stock. Si ce cycle de plusieurs décennies, je veux dire, se prolonge, ça fait un mode d'agriculture parfaitement soutenable. Et donc, il n'y a rien à dire sur ce mode d'agriculture, si ce n'est qu'il permet grosso modo d'alimenter 10-15 habitants par kilomètre carré, ce qui n'est pas énorme. Deuxième mode de fertilisation, vous avez la culture sur plaine inondable en fait. On pense immédiatement à l'Égypte. La vallée du Nil qui est inondée chaque année et où se déposent les alluvions venant du bassin amont que les Égyptiens connaissaient même pas, donc ils connaissaient pas les contours en tout cas, et qui est une espèce de don du ciel. L'Égypte, ce mince couloir au milieu du désert, est fertilisé chaque année par les alluvions issus des terrains forestiers d'un bassin versant gigantesque tout au cœur de l'Afrique, qui arrache un petit peu d'azote des systèmes forestiers tropicaux qu'ils drainent et les déposent sur le Nil. Le bassin versant, c'est une notion difficile à se représenter. Pour bien la comprendre, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous êtes en haut d'une montagne. Allez, au hasard, vous êtes en Ardèche, en haut de ce qu'on appelle le mont Gerbier de Jonc. C'est un petit monticule de roche vous permettant d'avoir une vue à 360 degrés. Par temps clair, vous pouvez même y apercevoir les Alpes tout au fond. Mais revenons-en à nos moutons. Je vous ai menti, je n'ai pas choisi ce lieu par hasard, car en haut de cette montagne, vous vous trouvez précisément sur ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux. Au nord de cette ligne de crête, la goutte d'eau qui tombe au sol rejoindra un jour ou l'autre la Loire et se jettera dans la mer au niveau de son estuaire, à Saint-Nazaire. Ça rime ? Sur le versant sud, la goutte de pluie qui tombe au sol rejoindra la Méditerranée en passant par le Rhône et la Camargue. Et là, ça rime pas. Dommage. D'un côté, nous sommes sur le bassin versant de la Loire, de l'autre, sur celui du Rhône. Vous l'avez ? La notion de bassin versant est définie par une surface et un exutoire, une embouchure en quelque sorte. Ici, le parcours d'une goutte de pluie qui tomberait sur le bassin versant de la Loire va, dans sa vie de goutte d'eau, forcément passer par l'exutoire de ce bassin, c'est-à-dire son estuaire. Mais revenons-en à l'Égypte. Le Nil est le deuxième plus grand fleuve du monde. La quantité d'eau qui s'y écoule est énorme. Imaginez alors la taille de son bassin versant. Il est gigantesque. C'est bien simple, son bassin versant représente 10% de la surface du continent africain et recouvre 11 pays. Mais à l'époque, les Égyptiens n'avaient pas conscience de tout ça. La richesse apportée par ce fleuve était interprétée comme un véritable miracle. Ça marche très bien, c'est pérenne, et ça permet... C'est plus itinérant, ça permet aussi d'être sédentarisé, plutôt que de changer le champ tous les 2-3 ans. Ça demande quand même un système de régulation de ces inondations, justement, mais ça permet une densité de population sur les terres cultivées, de l'ordre de 500 habitants par kilomètre carré. Donc on est à un autre ordre de grandeur, quoi. C'est assez fabuleux, ça. Mais c'est un peu faux, parce que ça dépend quand même d'un territoire amont qu'on ne connaît pas, qu'on ne gère pas, mais qui est, lui, gigantesque. Et donc, c'est pas des densités de population tellement fabuleuses par rapport à l'abatis brûlé forestier.
troisième système, c'est peut-être celui de l'Antiquité du monde occidental, hein, c'est le monde méditerranéen. L'abbati Brûlis-Forestier, peut-être que ça a commencé comme ça, mais il a un petit peu été trop loin dans le brûlis. Il reste plus grand-chose que des pâturages assez maigrichons et qu'on peut difficilement brûler, dont les stocks sont pas terribles. Mais enfin, on peut alimenter du bétail. Là-dessus, on peut laisser paître des moutons et des chèvres. Ces moutons et ces chèvres vont prélever un petit peu de l'azote qui pousse dans ce maquis. Pour autant qu'on ramène ces bêtes, le soir par exemple, la nuit, dans un petit enclos. Cet enclos est fertilisé par les apports des excréments du bétail. Et l'année suivante, on peut donc facilement cultiver une terre très enrichie par ces excréments. C'est l'agriculture élevage, association étroite d'une agriculture et d'un élevage, qui utilise finalement les prairies semi-naturelles comme source d'azote pour fertiliser les terres arables. C'est la polyculture élevage, assolement biennal, c'est ce qui caractérise la Rome et la Grèce antique en fait. Allez, un autre petit exercice de pensée. Faites comme moi, replongez-vous dans votre mémoire. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'avoir des grands-parents agriculteurs. Essayez de repenser à ce qu'ils ont pu vous raconter. Comment vous ont-ils décrit leur ferme de l'époque, leur métier, ce qu'ils produisaient et ce qu'ils vendaient? Je suis sûr qu'ils avaient un peu de tout en termes d'animaux. 1 ou 2 vaches, des lapins, quelques cochons et un peu de volailles. Leur tracteur n'était pas bien gros, mais cela suffisait, car ils n'avaient pas beaucoup de surface. Ils ne dépensaient pas grand-chose, étant donné qu'ils produisaient une grande partie de ce qu'ils mangeaient. Légumes, fruits, céréales et foin pour les animaux. C'est bon? Vous vous souvenez? Eh bien, ceci s'appelle un système en polyculture élevage. Comme le décrit Gilles Billen, il s'agit d'un mode de production dans lequel il y a plusieurs cultures différentes et au moins un élevage. C'est un modèle agricole plus circulaire où les céréales cultivées vont alimenter les animaux qui, eux, vont entretenir les prairies et les fertiliser en venant y déposer leurs déjections. Cette association entre culture et élevage est encore très répandue dans le monde. Mais, vous allez voir, il en existe plusieurs typologies. Certaines sont plus efficaces que d'autres, et ça, c'est l'histoire qui va nous le démontrer. Reprenons Gilles, si vous le voulez bien. C'est pas terrible, c'est pas beaucoup plus efficace que l'abbati Brûlis-Forestier, mais voilà, ça permet quand même de produire ce qu'il faut pour assurer une densité de population du même ordre de 15 habitants par kilomètre carré. Si on veut faire plus, si on veut nourrir une ville comme Rome, il faut beaucoup d'espace pour en extraire un petit peu d'excédent pour nourrir des gens qui ne sont pas actifs dans l'agriculture. En fait, c'est tout l'Empire romain qui nourrit Rome au moment où elle a 1 million d'habitants, et c'est aussi en grande partie l'Égypte d'ailleurs, qui sert à ça. En Europe occidentale, tempérée je dirais, on était longtemps dans le système de l'abbati Brûlis-Forestier. Nos ancêtres les Gaulois étaient dans un système d'abbati Brûlis-Forestier caractérisé. Les essarts, l'essartage, c'est des mots qui existent encore dans les toponymes, c'était ça. Bon, les villas romaines importent le système de la culture, de la polyculture élevage, mais qui va vite s'adapter au climat tempéré européen, qui permet en fait de garder beaucoup plus de bétail. Le problème dans le monde méditerranéen, c'est la saison sèche d'été, quoi. C'est difficile de garder du bétail en été. En hiver, ça pose pas de problème. Il y a du foin, il y a tout ce qu'il faut. En été, quand il fait sec, on envoie les bêtes en montagne, là où il y a un peu de pâturage. On n'a pas ce problème en Europe tempérée. Le problème, c'est plutôt passer l'hiver. Alors, on garde plutôt les bêtes en étable. C'est nouveau, ça. Mais il faut leur fournir du foin. Donc, on cultive plus de foin, on fait des réserves et on peut entretenir plus de bétail qui fertilise davantage les terres arables. On peut, du coup, passer un assolement triennal, c'est-à-dire avec 1 an de jachère pendant lesquels le bétail vient excréter sur les terres qui deviendront terres arables. On peut 2 ans de suite cultiver des céréales. L'assolement est un mot utilisé pour mentionner le type de culture que l'on met dans un champ à un instant T. Si un champ permet de faire pousser du blé, on va par exemple parler d'assolement en blé. Lorsque l'on s'intéresse à l'assolement d'une parcelle à l'échelle d'une année,
on peut aussi parler de rotation des cultures. En effet, sur une même parcelle, on cultive généralement 1 à 3 cultures différentes durant l'année. L'assolement biennal décrit une parcelle pour laquelle on diviserait l'année en 2 périodes. On aurait par exemple une culture de blé semée à l'automne et récoltée en juin, et le reste de l'année en jachère. De la même manière, un assolement triennal décrit une parcelle pour laquelle on va diviser l'année en 3 périodes. Si on garde le même exemple, une culture supplémentaire est ajoutée au printemps, entre la période de jachère et la culture principale. Ce passage, c'est 10e, 12e, 13e siècle, c'est l'époque des cathédrales. C'est d'ailleurs frappant quand vous visitez une cathédrale. Si vous regardez bien les sculptures, les vitraux, ceux qui sont encore d'époque, c'est assez extraordinaire, comme c'est les travaux des champs qui sont mis en évidence, presque autant que la vie des saints, hein. On voit bien que cette richesse de l'Occident à cette époque-là vient d'un système agricole très performant. Les très régisseurs du duc de Berry, c'est un peu plus tard que les cathédrales, mais bon, c'est quoi ? C'est l'équivalent de plaquettes, hein, qu'on ferait des plaquettes publicitaires pour montrer les possessions, les beaux châteaux. Mais voilà, on voit leur beau château en arrière-plan. Mais en avant-plan, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un livre d'heures, c'est-à-dire c'est les travaux, les champs. On voit la vie de la campagne, parce que c'est ça l'origine de la richesse de ces gens. Et ils en sont parfaitement conscients. Ce qui est aussi fabuleux dans ce système-là, c'est que pour la première fois dans l'histoire, structurellement, on peut dégager un excédent. Ça marche tellement bien qu'on peut non seulement nourrir une population rurale de l'ordre de 50 habitants par kilomètre carré, ce qui n'est déjà pas mal, mais on peut en plus dégager des excédents qui vont permettre de nourrir les villes, qui démarrent. Pas grand-chose, hein. La population rurale est toujours beaucoup plus importante que la population urbaine, mais les villes peuvent se développer. Ça fait partie de cette richesse dont je vous parlais. Ça dure jusqu'à fin du XVIIIe siècle, en fait. Nouveau système dans la typologie, la même chose, toujours la polyculture élevage avec assolement triennal, mais on remplace la jachère, donc cette étendue cultivable mais qui ne l'est pas le temps de se refaire une santé grâce aux excréments animaux, hein, c'est là où sont parquées les bêtes la nuit. Cette jachère va être remplacée par une culture de légumineuses fourragères. Légumineuses, ces plantes fixatrices d'azote, le trèfle, la luzerne, le sainfoin, des plantes comme ça qui poussent abondamment, qui fixent l'azote abondamment et qui servent de nourriture au bétail d'ailleurs aussi, et qui prennent l'azote de l'air, qui en laissent une grande partie dans leurs racines. Et bon, ça n'empêche pas d'ailleurs de nourrir les bêtes, de récupérer leurs excréments qu'on vient aussi apporter aux terres arabes. Mais la fertilisation, tout à coup, est augmentée d'une façon assez extraordinaire. Les rendements augmentent, doublent carrément, et on a tout à coup un système qui n'a pas beaucoup changé finalement dans sa structure spatiale, je dirais. On a toujours 3 types de cultures arables qui se succèdent, des prés et de la forêt. Ça change pas grand-chose au paysage, mais ça change tout au niveau de la gestion de l'azote et donc du mode d'agriculture qui peut se développer. Le laboratoire Ancel a développé spécialement pour vous une plante magique. Une plante capable de produire les engrais nécessaires à vos cultures. Rangez les tracteurs, ne travaillez plus la terre et bazardez votre fumier. Comme Jack et son haricot magique, utilisez la légumineuse, la nouvelle plante Ancel qui révolutionnera le monde. La patasse épuise l'azote et l'arrose à vos carottes. La fabrique Ancel, de la cuvette à votre assiette. Alors là, du coup, on peut toujours nourrir les 50 habitants par kilomètre carré qui caractérisent la densité de population de l'Europe occidentale tempérée, mais on peut pratiquement exporter un excédent qui est du même ordre de grandeur selon les régions. Et donc ça permet effectivement un développement des villes beaucoup plus important. Paris, pour ça, est un magnifique exemple. On voit Paris grandir, augmenter en population, et toujours s'alimenter par un grand quart nord-ouest de la France, plutôt avec évidemment des produits qui viennent un peu de plus loin, mais le gros vient toujours d'un cercle de 150 à 200 km autour de Paris. Voilà. Et ça jusque le milieu du XXe siècle. Hein.
Le climat tempéré européen et l'amélioration de nos connaissances agricoles ont permis d'augmenter considérablement les productions alimentaires, à tel point qu'à l'échelle d'un territoire, grâce à l'optimisation de la polyculture-élevage, il est désormais possible de produire suffisamment de denrées pour nourrir ses habitants mais aussi pour en exporter chez ses voisins. Cette situation permet aux villes de s'accroître considérablement et aux territoires les plus productifs de s'enrichir. Comme quoi, tout s'explique. Les flux physiques, et en particulier les flux d'azote, permettent de mieux comprendre les mécanismes d'évolution de nos sociétés. Au XVIIIe siècle, le paysage agricole français est bel et bien composé d'une multitude de fermes éparses. La majorité des habitants sont des paysans habitués à inclure le recyclage des déjections animales et humaines dans la rotation de leur culture. Mais au XIXe siècle, un nouvel événement va avoir lieu. Il s'appelle l'exode rural. De nombreux Françaises et Français vont alors quitter la campagne pour aller s'installer en ville. Et ce déplacement de population ne va pas se faire sans conséquences pour les campagnes et pour l'agriculture. La population active dans le secteur agricole va ainsi diminuer de plus de moitié à la fin du XIXe siècle. Les villes vont s'agrandir et se densifier. Le recyclage des déjections humaines va alors devenir une véritable nécessité, d'un côté pour nettoyer les villes, et de l'autre pour fournir les campagnes en engrais. Dans l'épisode 3, nous retrouverons l'objet principal de ce podcast, la cuvette des toilettes. Nous découvrirons la place centrale que va prendre le recyclage des matières dans cette époque marquée par la révolution industrielle et les découvertes scientifiques. Merci à Gilles Billen de nous avoir partagé sa formidable analyse de l'histoire agricole du monde. J'ai décidément bien fait de venir le rencontrer. Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande-son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Irigouin, l'assemblage et le mixage par Plex, et les infographies par Jérémy Masse. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Éduc-Eau et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeunes. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme. Allô, Ancel, vous m'entendez? C'est Dr Poop. Ok, je vais laisser un message. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie Ancel. L'équipe de production n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Nous vous rappellerons dès que possible. Oui, bonjour, c'est Dr Poop à l'appareil. Je vous appelle en urgence car je viens d'écouter votre deuxième épisode et j'ai détecté une erreur fondamentale. Elle est tellement grosse qu'elle me saute directement aux oreilles. Si je me souviens bien, c'est quand vous parlez de l'assolement et de la rotation des cultures. Vous faites une confusion que la plupart des gens font. La rotation des cultures a lieu à l'échelle de plusieurs années et pas au sein d'une même année. Pour faire simple, dites-vous que sur une parcelle, il n'y a qu'une seule culture plantée chaque année. Donc, par exemple, si vous êtes un assolement biennal, vous organisez vos parcelles en deux parties. La première année, la culture A poussera sur la partie 1 et la culture B sur la partie 2. La deuxième année, c'est l'inverse. La culture 1 poussera sur la partie 2 et la culture B sur la partie 1. On parle de rotation des cultures. Pour l'assolement triennal, c'est pareil, sauf que l'ensemble des parcelles est divisé en 3 parties et que l'on fait donc une rotation avec 2 cultures successives puis 1 an de jachère. Ce n'est donc pas l'année que l'on divise en 2 périodes comme vous le dites, mais la parcelle que l'on divise en 2 parties. Au sein d'une année, on a bien une seule culture qui pousse à la fois. Par contre, vous avez raison de souligner que ces méthodes ont permis de considérablement augmenter les rendements au cours de l'histoire. Autre petite précision, quand vous parlez de polyculture élevage, vous dites que les animaux d'élevage permettent de fertiliser les champs en venant y déposer leurs déjections. Mais si l'on est un peu tatillon, on peut détailler un peu plus cette pratique. À l'époque, les animaux d'élevage broutent dans les prairies la journée et sont rentrés le soir dans les enclos. Ils vont déposer leurs déjections dans ces enclos et ensuite, les paysans prennent ces déjections pour les mettre dans les champs cultivés. Il s'agit en réalité d'un transfert de la fertilité des prairies vers les champs cultivés.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous signaler, alors continuez comme ça. Je suis sûr qu'à la fin de la saison, vous serez amélioré et je n'aurai plus rien à vous dire. Bisous, à la prochaine. Dr Poop.